Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 10 avril. À Miami, les autorités policières détiennent un homme de 50 ans suspect dans le viol et le meurtre de la jeune Caroline Dickinson, meurtre commis en Ille-et-Vilaine en 1996. La montée des eaux continue dans la Somme et la Picardie. Elle s'accompagne d'une mauvaise rumeur sur les origines de l'inondation. Explication scientifique dans ce journal pour démentir la rumeur. Les magasins Marks & Spencer, promis à la fermeture, font le plein de clients et le Parti communiste s'en mêle. Une histoire de harcèlement dans une caserne de sapeurs-pompiers à Béziers. Une femme commandant en est la victime. Pour combattre des insuffisances cardiaques, un stimulateur est testé avec succès. Reportage à Rennes. Et puis nous retrouverons en direct du stade Gerland à Lyon Charles Bietri. Il est déjà sur le terrain de Gerland. Charles Bietri qui commentera avec Christophe Josse le match de demi-finale de Coupe de la Ligue Lyon-Nantes en direct sur France 2 juste après cette édition raccourcie pour l'occasion. Il a fallu l'instinct d'un policier américain pour que soudain l'énigme de l'assassinat de la jeune Britannique Caroline Dickinson en France, à Pleine Fougère, en Ille-et-Vilaine, il y a presque 5 ans, paraisse susceptible d'être résolue. Les autorités américaines de Miami détiennent en effet un homme de 50 ans, d'origine espagnole, et ont entrepris de comparer les résultats de ces tests ADN avec ceux recueillis par leurs collègues britanniques et français. Récit Thierry Curtet avec Audrey Goutard et Laurent Boussier à Londres. Cet Espagnol de 50 ans est-il l'assassin de Caroline Dickinson? On le saura très vite, désormais. Francisco Montes, arrêté il y a un mois à Miami, était déjà l'un des 48 suspects aux yeux de la justice française. Nous avons arrêté cet individu pour cambriolage. C'était le 11 mars dernier. Il est entré dans un appartement, s'est masturbé alors qu'une femme dormait dans une pièce à côté. Un comportement obscène qu'il a déjà eu en France et pour lequel il a déjà été interpellé. Le rapprochement entre ces deux affaires doit beaucoup à la chance. Un policier américain en vacances en Angleterre lit le nom de ce suspect dans un article du Sunday Times. En rentrant il y a quelques jours chez lui, il interroge ses fichiers et découvre l'arrestation de Francisco Montes aux États-Unis. Nous avons suivi tellement de pistes depuis le début de l'affaire que ce serait hâtif de dire c'est notre homme, c'est le bon. Les enquêtes vont apporter des précisions, mais pas avant plusieurs jours. L'espoir des enquêteurs est venu des premiers résultats de l'analyse ADN. Côté américain, on a jugé ces résultats encourageants. Une partie de ces données coïncide, disent-ils. Pas de certitude absolue encore, car les méthodes d'analyse divergent de part et d'autre de l'Atlantique. Un échantillon est en route pour la France. Il devrait être analysé dans les prochains jours à Rennes. Caroline Dickinson a été retrouvée violée et tuée le 18 juillet 1996. Les gendarmes ont procédé à 3800 tests génétiques, interrogé 110 témoins. Le père de la jeune Anglaise n'a pas voulu commenter la nouvelle. Il veut rester prudent, mais il espère une réponse rapide dans les prochains jours. Les services des douanes françaises rendaient public aujourd'hui leur bilan de l'année 2000. Progression des infractions en matière de contrebande de cigarettes, des contrefaçons, du trafic de drogue. La France demeure un pays de transit pour le trafic des cigarettes et principalement la région Nord-Pas-de-Calais. Comme vous le voyez de façon spectaculaire, des milliers de paquets de cigarettes ont été écrasés. Le niveau des eaux de la Somme était stable aujourd'hui, mais les inondations ont progressé à Abbeville en raison de nouvelles pluies et des remontées des nappes phréatiques. 63 communes sont touchées, quelques 700 personnes ont été évacuées. Stéphane Bretner et Laurent Siran ont pu constater un afflux de gestes de solidarité en faveur des personnes sinistrées. Devant la salle des fêtes, le va-et-vient ne s'arrête jamais. Les sinistrés croisent ceux qui, bien au sec, viennent apporter leurs dons. L'appel à la solidarité lancé par la mairie a été entendu au-delà des espérances. Des vêtements, surtout des couvertures, des serviettes de toilette, des gants de toilette, puis un petit peu d'alimentation. Parfois même, on vient proposer tout autre chose. Oui, non, mais là, j'ai de la place pour remettre des meubles, je peux m'arranger. Et puis, comme j'ai 2 maisons, donc je peux loger des gens, enfin 2 couples avec des enfants, si ça arrange, quoi. Depuis ce matin, les habitants ont donné des centaines de kilos d'aliments et de vêtements. La Croix-Rouge et les employés municipaux trient et font des pactages que les sinistrés viennent chercher. Le minimum vital en pensant aux autres. Non, mais s'il y a juste de quoi faire chaque nuit, c'est bien, parce que je crois que les autres ont besoin aussi. Difficile pour ceux qui n'ont plus rien de se retrouver là.
Fatigués psychologiquement, les sinistrés font face à une situation qui a bouleversé leur vie du jour au lendemain. J'ai tout perdu, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon commerce. J'ai plus rien. Alors là, je vais être logée. J'étais bien logée chez ma fille, mais bon, on a chacun sa vie, son ménage. J'ai accepté d'être logée, je vais être logée à Caour. La salle des fêtes risque de servir encore plusieurs jours, voire des semaines. Seule inquiétude, que cet élan de solidarité s'essouffle, parce qu'ici, tout le monde le dit, les moments les plus difficiles sont à venir, lorsque les bottes ne serviront plus à rien et qu'il faudra reconstruire. Et à 20 km de là, dans le village de Fontaine-sur-Somme, on attendait Lionel Jospin hier. La zone est totalement sous les eaux et les habitants font face, sans cacher leur émotion, ni craindre d'alimenter la moindre rumeur. Voyez le reportage de Patrick Fandiot avec Vincent Bouffartigue. À l'horizon, rien ne laisse penser à une décrue. Bien au contraire. Dans toute la vallée, la Somme a encore grimpé. 10 cm en une nuit. On a bien essayé de la protéger avec cette barrière blanche de sacs de sable censée protéger les berges. Mais les militaires ont dû se rendre à l'évidence, ça déborde encore dans une soixantaine de villages. C'est affreux. Claudette retourne à la maison pour la première fois depuis 10 jours. Entre des meubles à sauver, des photos pour l'assureur, la visite avortée de Lionel Jospin, pour elle, c'est le dernier de ses soucis. Moi, pour ma part, qu'il soit venu ou qu'il soit pas venu, je m'en fiche. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse quelque chose après, quand on aura plus d'eau, de façon à ce que ça ne revienne plus, cette histoire-là. Hein. Dans le village, d'autres sont un peu plus déçus que le Premier ministre n'ait pas trouvé le temps d'arriver jusqu'ici. Il aurait pu faire un effort quand même de venir jusqu'à Fontaine. C'est même que c'est un petit pays, il ne va pas nous laisser tomber non plus. Depuis que je signale que cette catastrophe devait arriver, ben on y est en plein dedans. Parce qu'on n'a jamais voulu m'écouter lorsque j'étais maire. Les rapports, je peux les sortir, je les ai encore. Nous étions ensemble, je vais les ressortir un jour. Ouais. Cette catastrophe devait arriver. Aujourd'hui, je ne m'attendais pas quand même à une aussi grande catastrophe. Avant de régler leurs comptes, les Fontenois guettent le ciel. Le soleil est revenu, tout comme le couple d'Anglais qui s'est acheté une maison il y a 2 mois. Ici, on veut y voir un signe d'espoir. Le Premier ministre, hier, a bien tenté de répondre à cette rumeur, mais on n'arrête pas comme cela une rumeur. Il faut donc s'en tenir à des explications concrètes. Le terrain plat en période de forte pluie favorise les inondations. Les grandes marées empêchent les eaux de la Somme de s'écouler. Et puis, il est impossible de déverser la Seine dans la Somme. Explication avec Agnès Monteux et Anne Mourgue. Difficile pour les sinistrés de l'admettre, mais la Somme n'a pas été sacrifiée pour préserver Paris. Ces inondations sont uniquement le résultat de 3 facteurs naturels défavorables. Première cause, la météo. La Somme n'avait pas connu autant de pluie depuis un siècle. Par rapport à la moyenne des précipitations, ici en bleu, les pluies sont particulièrement élevées cette année, par exemple 4 fois plus le mois dernier. Les nappes phréatiques sont saturées, elles ne peuvent plus absorber ce surplus d'eau. Seconde explication, la baie de Somme elle-même. Le site se trouve sur une vaste zone de plaine. Les eaux s'y écoulent très lentement. La Somme s'étale sur 245 km pour un dénivelé de seulement 80 mètres. Avant le Premier Empire, sa région était naturellement recouverte par la mer ou par les marais. Il y a eu la construction du canal Napoléon qui a donc endigué le canal de la Somme. Et à partir de ce moment-là, les terres se sont asséchées petit à petit avec des fossés autour de chaque parcelle pour drainer. Les inondations sont aggravées par de très fortes marées, phénomène normal en période d'équinoxe. Pour empêcher la mer de pénétrer dans les terres, il faut fermer les écluses quelques heures par jour. Sans ces grandes marées, l'eau s'écoulerait plus facilement vers la Manche. Quant à déverser les eaux de la Seine vers la Somme, c'est impossible d'après les scientifiques. L'Oise rejoint la Seine bien en aval de Paris. Quelques échanges très contrôlés se font entre l'Oise et le canal du Nord pour équilibrer les 2 cours d'eau. Il se passe la même chose entre le canal et la Somme, mais ces échanges sont extrêmement limités. Le canal sert avant tout à naviguer et aujourd'hui on cherche même à désengorger légèrement la Somme grâce à lui. Les pompages au nord et les pompages au sud permettent d'évacuer 4 à 5 mètres cubes, alors que ce qui sort aujourd'hui dans le bassin de la Somme est de l'ordre de 80 mètres cubes seconde.
Ce canal, d'où viendrait tout le mal, permet donc au contraire d'atténuer un peu cette catastrophe. Outre la Somme, le département du Calvados est soumis au débordement des nappes phréatiques. Tous les records de pluviométrie ont été battus au mois de mars dans l'agglomération caennaise. Au sud de Caen, la circulation sur le périphérique est fermée depuis le 23 mars. Et puis de nombreuses habitations sont inondées dans les communes voisines de Caen, comme Vers-sur-Mer, Falaise, Trouville, Honfleur notamment. Le président de Danone, Franck Ribou, s'est exprimé pour la première fois dans un entretien publié ce matin dans le Figaro. Il estime que son entreprise sert de bouc émissaire au combat contre la mondialisation. Il défend son groupe, son projet social et économique, dénonçant le boycott dont il est l'objet et qui ne peut, dit-il, que profiter à mes concurrents. Commentaire Cyril Deveau avec Caroline Pham et Hugo Risotti à Bordeaux. Son usine a été épargnée par le plan social. 23 000 tonnes de biscuits y sont produits chaque année. Et Danone promet 70 embauches pour doubler la production. Alors, aucune raison de soutenir le boycott. On est contre le boycott du produit Danone parce qu'on pense que ça continue, qu'il y a des sites qui risquent d'être en chômage technique. Les appels au boycott lancés par les salariés de Lue, Évry et Calais ne font pas l'unanimité. Comme la CFDT, les syndicats FO et CGC sont contre, ainsi que le MEDEF. Tout ceci nous apparaît encore une fois très étrange, et notamment, bien entendu, lorsque ces appels au boycott émanent d'un certain nombre d'élus qui ont des responsabilités nationales. Ça nous inquiète. Ce sont en effet quelques dizaines d'élus de la gauche plurielle qui mènent campagne pour le boycott des produits Danone, aux côtés de la CGT. Inacceptable pour le PDG du groupe, Franck Ribou. Dans le Figaro, il déplore que certains aient voulu faire de Danone le symbole d'une économie mondialisée soumise au seul diktat des actionnaires. Il s'estime bouc émissaire d'un combat politique. Le boycott est pour lui un appel au suicide. Pour l'instant, ce boycott très politique n'a semble-t-il pas eu de conséquences économiques sur les ventes de Danone. Au lendemain de la décision de justice suspendant la fermeture des 18 magasins Marks & Spencer en France, la clientèle continue de grossir dans ces établissements pour acheter, mais aussi pour soutenir le personnel. Et aujourd'hui, Robert Rue est venu en personne appuyer les salariés du groupe britannique et en profiter pour demander au gouvernement une nouvelle loi de protection sociale. Reportage Alban Mikosi, Nathalie Moisan, Frédéric Pasquette et Jacques Gérard. Marks & Spencer est à la mode, il y a comme ça des phénomènes étranges. Comme si l'annonce de la fermeture des magasins avait éveillé un désir de consommation. Dans les 18 boutiques françaises, les clients se pressent, remplissent leurs caddies et quelquefois les cahiers de soutien aux salariés. Le chiffre d'affaires est en hausse comme jamais, renforçant l'amertume des personnels. On sait, avec tous les gens, tous les clients qu'on a en ce moment, c'est pas nous qui va empocher de l'argent à la fin du mois, on travaille pour les actionnaires. Pour les salariés, la suspension du plan de fermeture décidé par la justice est un sursis, mais ne change rien au traumatisme. On nous a donc jeté en pleine figure que demain, on n'avait plus d'emploi. Et il est évident que pour nous, ça a été pris tellement fort qu'on en souffre encore. Voilà ce que certains salariés étaient venus expliquer à Robert Rue. Le numéro 1 communiste leur a répondu que la gauche doit faire évoluer la loi. Et le gouvernement est au pied du mur. On dit que le Premier ministre annoncera des ajustements. La formule ne me semble pas adaptée. C'est un vrai changement de cap qu'il faut. Je propose que dans ces dispositions, il y ait une loi qui donne de nouveaux droits aux salariés d'information, de contrôle. En imposant par exemple des représentants des salariés dans les conseils d'administration. Mais pour que Marks & Spencer soit concerné, la proposition doit être présentée au Parlement européen. Progressivement, à la SNCF, la grève s'essouffle, le trafic reprend, mais voici en détail ce que nous pouvons vous dire pour demain et des perturbations. Train Corail Paris-Amiens, il y en aura 1 sur 3. Pour les TER, Bourgogne-Franche-Comté, 1 sur 2. Alsace-Lorraine, 1 sur 3. Et puis pour l'Île-de-France, des perturbations assez importantes sur le RER Ligne D. Gare de Lyon vers Corbeil et Melun, également des perturbations. Un préavis de grève des transports urbains dans une trentaine de villes a été déposé pour jeudi par la CGT Transport. Et puis à Rennes, les bus sont en grève depuis le 26 mars dernier. À Toulouse, ce sont les négociants bestiaux qui ont bloqué tous les accès routiers à l'aéroport une bonne partie de cette journée. Ils imitaient en cela leurs collègues de Lyon, bloquant l'aéroport Saint-Exupéry hier. Ces négociants bestiaux, ces maquignons, demandent la réouverture des frontières et des compensations financières. En attendant, les voyageurs traînaient leurs valises. Reportage Muriel Lassaga et Olivier Combe.
Un aéroport bloqué par des bétaillères, cela vaut bien une photo souvenir version fair-play britannique. Ça vous paraît étrange? Non, puisque moi j'ai habité à Paris, alors j'ai vu plusieurs fois à Paris aussi, alors il faut le prendre comme ça. Là vous devez vous rendre où, monsieur? Là à Paris. Alors, je me retape quelques jours de grève à Paris, après une semaine passée dans les grèves, je viens ici, l'aéroport est bloqué. Voilà. Tous les accès à l'aéroport de Toulouse-Blagnac sont restés bloqués. Conséquence inéluctable, des kilomètres de bouchons. Sur le terrain, d'un côté, les négociants en bétail tentent de se justifier. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui ne comprend pas. On est en train de braver toute l'agriculture en France. Aujourd'hui, Côté passagers, on a à peine le temps d'atterrir dans la réalité sociale du moment. Vous arrivez d'où? Martinique, via Paris, Toulouse. Et vous finissez comme ça? Oui. Vous voyez ce que ça veut dire? 15 heures de vol, fatigué. Oui. Il y en a marre. Le trafic aérien n'a été que peu perturbé. Ce soir, le blocus vient d'être levé. Une décision un peu tardive pour certains voyageurs. Un nouveau convoi de déchets nucléaires allemands va tenter de franchir dans les heures qui viennent la frontière à Lauterbourg, dans le nord du Bas-Rhin. Pour l'instant, il est resté bloqué avant la frontière. Il y a en effet 2 manifestantes de Greenpeace qui se sont enchaînées sur les rails. Ce convoi va se diriger vers La Hague et les écologistes ont déjà prévu de ralentir également à leur manière ce transport. Reportage Christine Beauce, Audrey Glohagen et Jean-Pierre Pasteur. C'est sous très haute surveillance policière que le 5e et dernier wagon bourré de combustible nucléaire usé en provenance d'une centrale nucléaire bavaroise est arrivé presque sans encombre à la gare de Wörth en Allemagne où l'attendent depuis ce matin 4 autres wagons de déchets nucléaires. C'est ici à 10 km de la frontière franco-allemande que le convoi est mis bout à bout avant de partir pour la France. Cet après-midi à Lauterbourg, les écologistes ont occupé très symboliquement la voie ferrée pour réclamer l'arrêt de ces convois qu'ils jugent dangereux. Nous disons, avec les Grünen, que nous ne voulons pas qu'il y ait de nouveaux contrats qui soient mis en place avec la COGEMA, qu'il y ait de nouveaux retraitements qui se fassent à La Hague. Et c'est pour ça que nous le montrons aujourd'hui et nous serons là demain et nous serons là après-demain, chaque fois qu'il y aura de nouveaux passages de déchets radioactifs. Il s'agit du premier transport de déchets nucléaires d'Allemagne vers la France depuis l'arrêt des convois en 1998 à la suite d'un scandale de contamination des conteneurs. Aujourd'hui, la COGEMA assure prendre toutes les mesures de sécurité. Il y a un contrôle de non-contamination au départ du convoi, des contrôles de débit de dose, contradictoires. Une fois que les données sont confrontées et qu'elles sont conformes aux normes en vigueur internationales, eh bien, le convoi est autorisé à partir. Ces mêmes contrôles sont effectués à l'arrivée du convoi, là aussi de manière contradictoire entre COGEMA et une autorité indépendante. Pour l'instant, le train Castor n'a pas pu franchir la frontière. Il est bloqué par les antinucléaires allemands. Il devrait toutefois atteindre La Hague demain matin. Le dialogue entre l'administration et les citoyens est essentiel, rappelait aujourd'hui Lionel Jospin devant les délégués de proximité du médiateur de la République, Bernard Stasi. Ces délégués de proximité ont été institués en décembre 1999. Ils ont eu à traiter près de 50 000 requêtes en l'an 2000 dans le secteur social, fiscal, mais aussi concernant la situation des étrangers. Laurence Decherf et Guillaume Fautrat ont accompagné le délégué du médiateur dans le 14e arrondissement de Paris aux prises avec des usagers mécontents. Chaque nouveau visiteur dans le bureau du délégué du médiateur de la République annonce un nouveau conflit à résoudre avec l'administration. Un manque de cotisation et une pénalité de retard. Cette fois, ce sont 9 000 francs que la caisse complémentaire de retraite réclame à cet usager. Aucun dialogue avec le responsable de la caisse ne semble possible. Je vais demander qu'il m'explique pourquoi je devais cette somme et tout, et jusqu'à présent, il n'a pas fait le nécessaire pour m'éclairer. Donc c'est la solution de la dernière chance ? Et pas de la dernière chance, mais plutôt rencontrer quelqu'un qui pourrait éventuellement me dire comment procéder pour avoir les informations que je cherche. Pour ce délégué, 500 litiges résolus en 18 mois, comme celui de Michaela. En congé parental partiel, elle attend son complément de salaire pendant 6 mois, mais la caisse d'allocation familiale cumule les retards au point de lui devoir 8 000 francs. Elle panique et abandonne le dialogue avec la CAF. J'ai téléphoné, j'ai renvoyé à plusieurs reprises des papiers. Et j'ai renvoyé un courrier, j'ai joint des photocopies, mais bon, ça n'a pas donné grand-chose. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Je suis sûre que si lui n'était pas intervenu, si ça se trouve aujourd'hui, j'attendrai encore.
Incompréhension, mauvaise écoute, sentiment d'injustice, c'est tout le contraire qu'elle a trouvé auprès du délégué. Détaché à plein temps, cet ancien fonctionnaire accorde en moyenne 1 heure d'écoute à tous les usagers, même si presque 1 fois sur 2, il ne peut répondre à leur attente. C'est d'une part un rôle social de ce point de vue-là, de resserrement fort entre l'intéressé et la nécessaire et indispensable confiance dans les institutions et dans l'administration, et d'autre part, par l'écoute que nous leur réservons, parce que je me suis aperçu aussi que dans notre société, les gens sont, j'allais dire, affamés d'écoute et de pouvoir s'exprimer. Bien. Merci, je vous tiens au courant, pas de problème. Le délégué du médiateur a promis de se plonger dans le dossier, un usager de plus à réconcilier avec l'administration. Au Conseil économique et social, on débattait aujourd'hui du harcèlement moral au travail. Une femme gradée des sapeurs-pompiers de Béziers a raconté à Diego Garcia et Alain Dubas son histoire. Cette femme est en quelque sorte actuellement mise au placard. L'affaire est en justice, mais le récit du sort fait à cette commandant des pompiers dans un milieu d'hommes est accablant pour le corps des sapeurs-pompiers de cette région. Une lettre recommandée, une de plus. Entre le commandant Parère et sa hiérarchie, le dialogue est devenu impossible. Pourtant, tout avait bien commencé pour cette femme. La première en France a commandé un corps de 120 sapeurs-pompiers. Pendant 4 ans, elle parvient à imposer son autorité dans une caserne connue pour son insoumission. Il avait jusque-là eu à se mesurer qu'à un homme, et quand ils ont en face d'eux une femme, ne serait-ce que de 1,58 m, c'est pas toujours évident, dans un métier qui est encore peut-être un bastion de la virilité. En 1994, tout bascule avec l'arrivée de son nouveau directeur départemental qui ne la soutient plus. Son commandement est de plus en plus contesté, c'est l'escalade, la guerre. Elle subit même une agression physique, puis c'est la dépression et une tentative de suicide. J'ai fait l'objet de beaucoup de bassesses, que ce soit la porte de mon appartement soudée, la boîte aux lettres arrachée. Ça a même été jusqu'à m'envoyer des excréments par la poste, avec un petit mot anonyme bien sûr, me demandant si ça pouvait être nommé commandant. Ses opposants, certains pompiers de la caserne de Béziers, à qui elle reproche leur indiscipline et leur laisser-aller. Elle se rend impopulaire en interdisant toute consommation d'alcool dans la caserne. Le seul grief qu'on puisse reprocher au commandant Parère, c'est l'incohérence de son commandement. C'est en aucun cas d'être une femme. Pourtant, en 1998, ce syndicaliste FO et un élu de la CFDT sont condamnés pour diffamation en première instance pour un tract violent contre le commandant Parère. La CGT, elle, soutient Marie-Ange Parère et rappelle qu'elle n'a commis aucune faute. À ce jour, aucun chef d'accusation n'a été donné par la hiérarchie sur cette affaire. Par ailleurs, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre. Pourtant, des sanctions sont prises. Elle est mise au placard. En 1999, en effet, elle est mutée. Le colonel Cassard, son supérieur hiérarchique, lui confie une nouvelle mission. Et avec quelle perspective? Une perspective d'avenir, dans la mesure où nous n'avions pas de règlement intérieur. C'est quand même intéressant d'avoir la responsabilité de rédiger le règlement intérieur, de discuter en commission, d'être l'animateur d'une commission. Et pour une mission d'une telle importance, un bureau à la hauteur, où l'animatrice de cette indispensable commission a interdiction de communiquer avec qui que ce soit. Et ce n'est pas la seule affaire sous la responsabilité du colonel Cassard. Au cours de ces 12 derniers mois, 3 autres femmes ont déposé une requête pour harcèlement psychologique et sexuel par un de leurs chefs de service. Pour elles, comme pour Marie-Ange Parère, la justice devrait trancher. Aux Pays-Bas, les sénateurs, après les députés, viennent de légaliser officiellement l'euthanasie. C'est le premier pays au monde à ainsi autoriser officiellement cette pratique médicale. La légalisation de l'euthanasie est assortie de plusieurs conditions, notamment des commissions régionales de contrôle pour cette loi donc officielle qui légalise l'euthanasie aux Pays-Bas. Près de 600 000 personnes souffrent actuellement en France d'insuffisance cardiaque. Souvent, c'est la cause d'une perte d'activité. Un tiers de ces personnes sont susceptibles d'être intéressées par une nouvelle technique actuellement testée dans 15 pays. C'est une sorte de stimulateur cardiaque qui permet de retrouver une activité physique quasi normale. Explication avec le reportage à Rennes de Jean-Daniel Fézaquet et Valérie Lucas. Monter 20 marches d'une seule traite peut paraître banal. Mais pour Roland, jusqu'il y a 4 ans, c'était impossible. Il devait s'arrêter au moins 3 fois. Tout cela parce que son cœur était incapable de se contracter normalement et d'oxygéner ses muscles. Mais depuis 1996, beaucoup de choses ont changé. Son insuffisance cardiaque est aujourd'hui maîtrisée depuis que Roland a bénéficié de l'implantation d'une sorte de stimulateur cardiaque. Le système, une batterie sous la peau, reliée à 3 électrodes placées minutieusement dans le cœur. Un peu à la façon des pastilles des appareils de musculation, ces électrodes vont stimuler l'oreillette droite,
le ventricule droit et le ventricule gauche pour les amener à se contracter de façon harmonieuse. Résultat, pour les patients ainsi traités, 3 fois moins d'hospitalisation et ce n'est pas tout. Vous regrettez d'avoir fait ce choix? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi? Parce que dans la vie quotidienne, la possibilité de pouvoir retrouver une activité physique proche de la normale, alors qu'auparavant ils étaient pratiquement cloués au fauteuil, cloués au lit même pour certains d'entre eux, c'est aussi globalement un meilleur confort de vie et qui s'accompagne aussi d'un meilleur moral le plus souvent. Roland ne vient plus à l'hôpital que pour des contrôles. Lui qui devait passer une partie de la nuit assis à cause de l'essoufflement a pu retrouver le sommeil et un emploi du temps chargé. Faire des grandes promenades. Longtemps? Oui, 2h30. Aller au match au Stade Rennais. Et le cœur il va pas trop vite dans ces moments-là? Non, à des moments c'est juste. On estime qu'en France, 200 000 personnes pourraient bénéficier de cette nouvelle technique. Sport, première compétition en France pour le double vainqueur cycliste du Tour. Lance Armstrong, l'Américain, est engagé dans le circuit de la Sarthe et des Pays de Loire. Et il s'est empressé d'annoncer que tous les tests auxquels il a été soumis pour dépister d'éventuels produits dopants, tous ces tests sont négatifs. Reportage Christelle Bertrand et Bruno Livertou. En selle pour l'opération séduction. Disponible, détendu, presque chaleureux, Lance Armstrong soigne son image. Hier, à peine débarqué du Texas, il convoque la presse. C'est lui qui décide de faire taire la rumeur. Rien n'est encore officiel. Comme d'habitude, il prend tout le monde de vitesse. Je suis très heureux de vous l'annoncer aujourd'hui. Nous avons la confirmation que le résultat des tests effectués sur le Tour est négatif. Comme je l'ai toujours proclamé depuis le début, je n'ai pas utilisé de produits dopants pour gagner mes 2 Tours de France. Armstrong affirme son innocence. La justice française, elle, souligne que les examens ne sont pas encore tout à fait terminés. L'équipe américaine n'est pas rancunière. Sur le circuit de la Sarthe, l'US Postal est en campagne publicitaire. Elle vient courir en France, c'est bon pour la forme et pour le fond. Après considération et après analyse de la condition physique de tout le monde, on a choisi le circuit de la Sarthe et c'est important d'un point de vue sportif et aussi d'un point de vue image. Ça va Lance? Ça va, ça va. Ça va, en pleine forme je te sens. Armstrong attire le public, le coureur est en rodage et teste sa popularité jusque dans la Sarthe. L'Américain a balayé la suspicion, il veut préparer le Tour en paix. Les sceptiques, eux, attendent les résultats des examens sanguins. Pour l'instant, à l'issue de la première étape de ce circuit de la Sarthe, c'est Laurent Brochard qui est leader. Football, sitôt désigné par Bernard Tapie, le Croate Tomislav Ivic a dirigé son premier entraînement à l'Olympique de Marseille. C'est une équipe qu'il avait déjà entraînée lors de la saison 91-92. Et puis arrivé aujourd'hui à Paris d'une nouvelle merveille brésilienne pour le Paris Saint-Germain. On l'appelle Ronaldinho, le voici, de son vrai nom Ronaldo de Assis Moreira. Il a 21 ans, c'est paraît-il le plus prometteur joueur de la planète. On le voit aux côtés du président Pierre Père et de Luis Fernandez. Promesse d'un beau match ce soir, je crois, Charles Bietri, dans quelques minutes en direct sur France 2. C'est la demi-finale de la Coupe de la Ligue entre Lyon et Nantes. Comment se présente ce match ? Ouais, je dirais au mieux, malgré une pluie qui vient soudain de s'abattre sur Gerland, mais ça ne changera rien. On aura de toute façon un très très beau match parce que, n'oubliez pas, Nantes est leader du championnat, Lyon est 3e, a fait une carrière superbe en Ligue des Champions. Et en plus ce soir, eh ben, ce n'est pas du championnat, c'est de la coupe. C'est-à-dire qu'une équipe va tomber. C'est donc un match extrêmement spectaculaire sur la plus belle pelouse de France, avec des joueurs formidables, et notamment au départ, et c'est la deuxième fois de la saison, Vairua, la nouvelle petite merveille nantaise. Donc dans moins d'un quart d'heure, on va se régaler pendant au moins 1h30. On sera tous là. Merci Charles. On a appris aujourd'hui le décès du cinéaste Jean-Gabriel Albicocco, décédé à Rio de Janeiro. Il était âgé de 65 ans, fondateur de la Société des réalisateurs de films et de la Quinzaine des réalisateurs. Il avait connu le succès avec La fille aux yeux d'or en 1960, jouée par Marie Laforêt. Il réalisa également Le Grand Mône et Le Petit Matin. Jean-Gabriel Albicocco est mort dans la misère à Rio. Un appel à l'aide financière avait été lancé il y a quelques jours par plusieurs personnalités du cinéma pour régler les frais d'hospitalisation.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant l'affaire Dickinson. À Miami, aux États-Unis, les autorités policières détiennent en effet un homme de 50 ans, suspect dans le viol et le meurtre de la jeune Caroline Dickinson, meurtre commis en Ille-et-Vilaine en 1996. La météo dans quelques instants avec Nathalie Riouet, puis ensuite le foot, donc en direct sur France 2, Lyon-Nantes. Le dernier journal de la rédaction à minuit 15 avec Jean-Claude Renaud. Demain, 7h50, Gérard Morin recevra le directeur du Loup, celui qui part, Pierre Rosenberg. À 13h, vous retrouverez Gérard Rolls. À demain, 20h. Bonsoir. Merci.